Bon, Et puis, on merci. va enregistrer, c'est ça, on va enregistrer la réunion. Oui, la conférence. Ouais. Merci, Caroline, pour cette présentation. Je vais faire ma présentation déjà et après je commencerai à parler. Ok. Vous voyez bien là? Ok, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui dans ce midi d'Oussira et de pouvoir partager une réflexion issue d'une expérience de terrain menée avec les peuples autochtones Sapara dans la région amazonienne de l'Équateur. Bon, et cette recherche est née d'une question simple, mais à la fois profondément déstabilisante. Que se passe-t-il lorsque le regard touristique entre en contact avec un territoire qui résiste? Et chez les Sapara, j'ai observé que cette rencontre avec les visiteurs ne se réduit pas à un échange culturel ou économique. Et en fait, en réalité, elle met en relation des mondes différents, des ontologies qui se frôlent parfois sans se comprendre pleinement, mais qui cherchent malgré tout à coexister. Et chaque rencontre ne donne pas une réponse, mais ouvre une nouvelle question sur ce que signifie connaître, habiter ou partager un territoire. Comme on le sait, le tourisme a été traditionnellement conçu comme un phénomène culturel, économique et spatial neutre, guidé par la mobilité et l'échange. Et pourtant, cette vision dominante, présente aussi bien dans les sciences sociales que dans les politiques publiques, masque ses racines coloniales, ses structures de pouvoir et ses implications ontologiques. Si l'on va au-delà du simple déplacement des personnes, le tourisme classifie les territoires, hiérarchise les savoirs, marchandise les cultures et redéfinit les coexistences entre humains et non humains. En ce sens, le tourisme devient ainsi un dispositif de production du monde, dans lequel il impose une seule manière de les percevoir et de l'habiter. Le prototourisme émerge précisément pour déstabiliser ces logiques. Il ne désigne pas une étape primitive du tourisme moderne, mais ces instants fragiles où la rencontre n'a pas encore été capturée par la logique du capital. C'est une proposition théorique, politique et méthodologique qui cherche à repenser le tourisme comme un processus situé et relationnel, capable de générer d'autres formes de coexistence et de connaissance. Hmm. Et cette notion, encore en construction, s'alimente du dialogue entre la géographie critique, qui nous aide à comprendre le territoire comme une interaction de domination et de signification, et non comme un simple décor à observer. Ensuite, la pensée décoloniale, qui dévoile les logiques coloniales encore présentes dans le tourisme et dans la production du savoir. Et enfin, les épistémologies territoriales, qui reconnaissent que le territoire n'est pas un objet d'étude, mais un sujet qui pense, enseigne et produit connaissance autant que tout autre cadre théorique. Attention, cette approche ne vise pas à romantiser la différence, mais à reconnaître la complexité des territoires autochtones, leur tension interne, leur appropriation de la modernité, voire les usages créatifs de la technologie, tout en produisant du savoir depuis le Sud, à travers des dialogues situés, sans chercher à traduire ni à uniformiser le monde. C'est à partir de cette triple articulation que j'aborde aujourd'hui le cas du pueblo Sapara et la proposition du prototourisme, comprise comme une forme de planification située et de résistance créatrice. En refusant d'adapter les pratiques culturelles à la demande globale, le prototourisme crée les conditions pour que l'interaction externe se déroule selon les rythmes, les significations et les formes d'agencité du territoire. Et si ma présentation est intitulée Résistance territoriale et tourisme en Amazonie vers une planification située,
se développera en 4 moments. Et d'abord le cadre théorique, ensuite le travail de terrain, après la discussion des résultats et enfin quelques conclusions préliminaires. Le prototourisme n'est pas une théorie achevée, c'est plutôt une recherche collective en devenir, une sorte de démarche ouverte qui accompagne les efforts des peuples pour continuer d'exister, de se réinventer selon leurs propres termes, tout en dialoguant avec un monde en transformation. Ok, je vais commencer comme cadre théorique. Et nous partons ici d'une idée fondamentale. Le territoire n'est pas un espace neutre, ni un simple support de pratiques sociales. Il est une production relationnelle de pouvoir, comme l'explique Claude Raffstein. Il constitue un tissu de médiation, des normes et de représentations qui définissent ce qu'il ce qu'il est légitime d'habiter, d'utiliser ou de transformer. Dans une autre perspective, Walter Mignolo, Hannibal Quijano et Catherine Walsh montrent que la notion moderne des territoires est profondément enracinée dans la matrice coloniale du pouvoir et un réseau historique des catégories égocentriques telles que la séparation nature-culture ou sujet-objet et qui a naturalisé l'idée du territoire comme propriété en les réduisant à une ressource ou à une marchandise et subordonnant les savoirs locaux aux connaissances expertes. Si l'on considère maintenant les territoires à travers la prise du mouvement, Deleuze et Guattari ainsi que Lefebvre nous invitent à comprendre que les pratiques sociales sont organisées par des rythmes écologiques, sociaux, symboliques ou spirituels qui donnent forme et cohérence à la vie collective. Ces rythmes sont ce qui territorialisent. Chaque territoire possède donc un tempo singulier, une manière propre d'ordonner le temps et l'espace. Et Rogerio Hasberg rappelle que le territoire est toujours tension entre plusieurs territorialités, étatiques, communautaires, marchandes ou spirituelles, coexistant dans un équilibre instable. Le territoire n'est donc jamais donné. Il constitue une composition inacquérue, dynamique, un assemblage mouvant d'interactions, d'intensité et de répétition. L'un des éléments les plus fragiles, mais aussi les plus révélateurs, est précisément son rythme. Territorialiser signifie donc produire un ordre, c'est-à-dire un agencement des rapports qui donne un sens à l'espace vécu. Déterritorialiser, en revanche, c'est rompre cet ordre, le déplacer ou le transformer. Comme le souligne Hansberg, ce processus de désancrage, lorsqu'il se déroule dans des contextes coloniaux, capitalistes ou touristiques, peut engendrer une violence épistémique et un bidage des sens. Des auteurs tels que David Harvey, Saskia Sassen, Dory Massey montrent comment le tourisme agit également comme un mécanisme de territorialisation capitaliste. En marchandisant l'espace et en le transformant en destination, il reconfigure les échelles, les flux et les modes de vie, tout en approfondissant les inégalités et les processus de dépossession. Lorsque le tourisme conventionnel intervient, il impose ses propres temporalités linéaires. Saison, horaires, calendrier conseillent de s'articuler les cycles propres du territoire d'accueil. Les répétitions vivantes deviennent des répétitions mécaniques, les rituels se transforment en spectacles. Ce qui se brise d'abord dans la déterritorialisation, c'est le rythme. En perdant son tempo intérieur, sa cadence relationnelle, le territoire perd une partie de sa capacité à produire du sens. Cependant, comme le rappelle Deleuze et Guattari, la déterritorialisation n'est pas toujours négative. Elle peut aussi être créatrice en ouvrant la possibilité de recomposer un ordre sous d'autres logiques. Les communautés y répondent souvent par des reterritorialisations, en reconstruisant des liens significatifs ou en inventant de nouvelles formes d'ancrage. Ces reterritorialisations peuvent même être
anticipatrice en concevant des médiations avant que la rupture n'ait lieu. Protocole, calendrier communautaire ou critères ontologiques qui régulent la rencontre avec l'extérieur. Dans cette optique, le prototourisme peut être compris comme une reterritorialisation orientée vers les soins du rythme du territoire ou du rythme territorial, c'est-à-dire une manière de synchroniser les cycles vitaux propres du territoire avec les temps de la rencontre avec l'autre, plutôt que de les soumettre aux exigences du marché global. Sous cette perspective, le temps devient un enjeu politique. Les pauses, les cycles et les silences ne sont pas des obstacles au développement, mais des expressions de souveraineté territoriale. La visite, la visite cesse d'être un événement programmé pour devenir un processus contingent qui a lieu lorsque le territoire le permet et non lorsque le marché le réclame. Le tourisme se redéfinit alors comme une synchronie entre mondes qui cherchent à coexister sans annuler, reconnaissance que chacun possède son propre rythme et sa propre manière d'habiter. Ok, maintenant je vais passer au travail du terrain et à partir de ces cadres conceptuels, et je vais parler du territoire où ces notions prennent sens, corps et voix, qui est l'Amazonie Zapara, le territoire. Mon travail s'est déroulé auprès du peuple autochtone Zapara dans la haute Amazonie équatorienne. C'est un territoire environ de 370 000 hectares situé entre les rivières de Pindoyaco et Conambo. N'est accessible que par voie aérienne et fait face à des fortes pressions extractives liées aux concessions pétrolières. Dans ce contexte de résistance, la communauté a développé de nouvelles formes de communication avec le monde extérieur, parmi lesquelles le tourisme. Ces pratiques, souvent spontanées ou soutenues par des organisations solidaires, correspondent à ce que je nomme prototourisme, des moments fragiles où la curiosité des visiteurs croise la sagesse du territoire, ouvrant un espace de rencontre encore non colonisé par la rationalité marchande. Et le travail s'est appuyé sur deux piliers, l'observation participant et le dialogue des savoirs. L'observation participant n'a pas été ici un simple technique, c'est une posture éthique et relationnelle, c'est-à-dire être avec les autres, se laisser affecter par le territoire et apprendre de ces silences. Observer signifie cohabiter et plus que regarder, partager les choses, les gestes, les cycles vitaux et les pauses du lieu. Comme le souligne Mario Blasser, il s'agit de créer les conditions d'une traduction partielle, c'est-à-dire un espace où les différences irréductibles peuvent coexister et produire du sens sans être réduites à une logique unique. Orlando Falsborda nous rappelle que la connaissance doit être coproduite. Dans cette perspective, le dialogue des savoirs n'est pas un simple échange d'informations, mais un processus de coexistence épistémique où les chercheurs abandonnent la distance objectivante et s'impliquent dans la création des sens. Comme le propose Donna Haraway, tout savoir est situé, c'est-à-dire on sait depuis encore un lieu et une pratique. Ainsi, le terrain cesse d'être une source de données pour devenir un espace pédagogique et politique d'apprentissage mutuel, où, selon Walsh, tout chercheur, communauté, territoire apprennent, désapprennent et se transforment. Et pour Boaventura de Sousa Santos, ces dialogues ne cherchent pas à fusionner les savoirs, mais à reconnaître leur validité équivalente. Il s'agit d'une écologie des savoirs, où les connaissances coexistent sans hiérarchie, dans une coprésence respectueuse de leur autonomie. Mario Blaser, un autre, précise que le dialogue ne s'établit pas entre savoirs, mais entre mondes ontologiques distants.
En conséquence, ce qui est en jeu n'est pas seulement la communication, mais aussi les droits de chaque forme d'existence à se maintenir dans ses propres conditions. Dans ce contexte, les mots ne garantissent pas la compréhension. Ce qui rend possible les rencontres, c'est la disposition à soutenir les désaccords ontologiques et à créer des espaces où chaque monde peut s'exprimer sans être traduit dans la langue de l'autre. Ok, je vais passer maintenant aux expériences de terrain. Et, et sous cette orientation méthodologique, j'ai participé à deux expériences qui illustrent ce que j'entends ici par prototourisme. D'abord, une chasse traditionnelle sans touristes et après une autre avec des visiteurs étrangers dans les communautés d'Ajamo et de Suraka. Et je vais lire deux extraits de ces récits qui ont résulté de ces expériences. Et voilà, le premier, c'est le rêve du chasseur. Finalement, nous sommes allés nous reposer et vers 3 heures du matin, je me suis réveillé. L'un de nos compagnons avait fait un bon rêve de chasse et il fallait se préparer. Il ne voulut pas rencontrer son rêve. Il prépara simplement ses flèches empoisonnées au curare. À 5h30, nous sommes entrés dans la forêt, mais une demi-heure plus tard, il s'est arrêté. La jungle était dense et le rêveur semblait préoccupé. Il décida de rebrousser chemin. Les brouillards étaient épais et la pluie commençait à tomber, ce qui signifiait un risque de serpents. Sur le chemin de retour, il aperçut un grand oiseau, la pava, perché sur le cime d'un arbre. Il s'approche avec précaution et souffle une flèche empoisonnée. Le oiseau tomba aussitôt. L'oiseau tomba aussitôt. Et ça s'est passé à Jammu. Et le deuxième récit, s'appelle un mauvais présage. Selon le programme, les touristes devaient se diviser en deux groupes et accompagner les chasseurs au lever du jour. Mais les chasseurs ne viendraient pas. 3 heures plus tard, le président de la communauté explique. Pour aller à la chasse, il faut d'abord rêver. Si dans les rêves, on te dit oui, tu peux chasser, ramener des animaux. Sinon, tu ne dois pas y aller. Parfois, c'est dangereux en rêvant, on apprend. Les rêves de chasse sont différents. Il faut rêver avant d'y aller. Sans rêve, tu ne trouves rien. D'autres peuvent aussi rêver, mais il faut les renseigner comment. Ça s'est passé à Sureka. Dans cette deuxième expérience, les touristes, incapables de comprendre la valeur du rêve comme critère ontologique d'action, se sont heurtés à l'organisateur qui a dû annuler l'activité et rembourser une partie de l'argent. La rencontre s'est fracturée, deux temporalités et deux logiques du monde sont entrées en collision. Et de ces expériences émergent une leçon essentielle. Le tourisme n'est pas seulement un déplacement physique, mais un champ de négociation ontologique et temporelle. Là où la temporalité capitaliste de l'échange et les rythmes du territoire entrent en friction, surgissent des espaces de tension et de malentendus, mais aussi des possibilités d'apprentissage. Le prototourisme trouve précisément son sens dans cette friction. Il ne cherche pas à effacer les différences, mais à les maintenir vivants comme condition des possibilités de la rencontre. En somme, il s'agit d'un exercice d'écoute entre mondes où chacun conserve son autonomie et sa cadence, tout en acceptant la vulnérabilité de coexister avec l'autre. Ok, je vais passer à la troisième partie, c'est les résultats. L'étude de la chasse a permis d'identifier un ensemble de principes ou de règles qui orientent cette pratique traditionnelle. Ce n'est pas un code technique. Les règles de la chasse forment un système de connaissances, une véritable grammaire de la cohabitation qui organise les interactions entre humains, non-humains, esprit et territoire, où les rêves deviennent un principe de régulation temporelle et éthique. Et permettez-moi de le présenter vraiment.
C'est pas une liste figée, c'est une manière de comprendre comment le monde s'apparent, c'est pense et s'autorégule. Ok. Première, la chasse est une pratique réservée aux hommes, mais elle est profondément liée aux rêves et aux décisions familiales. Deuxième, l'apprentissage commence dès les premiers jours de vie lorsque le nouveau-né reçoit des rituels qui le relient aux esprits de la forêt. Troisième, les savoirs sur la fabrication et l'usage des armes, sarbacane, flèches, curare, entre autres, se transmet du père au fils par l'observation et l'expérience directe. Quatrième, lorsqu'un chasseur ne fabrique pas ses propres outils, il doit les obtenir par des alliances ou des échanges traditionnels. C'est-à-dire, la technique n'est jamais séparée du lien social. Cinquième, les lieux de la chasse sont définis dans un rayon symbolique autour de la maison du chasseur, qui marque l'intendu de son territoire spirituel. Et sixième, les maîtres ou propriétaires des animaux rencontrés dans les rêves décident quelle espèce ils peuvent être chassés. Septième, la rêve ne garantit pas le succès, mais il constitue une condition nécessaire à l'action. C'est le rêve qui ouvre ou ferme le chemin. Et huitième, le rêve structure la journée ou organise l'action. C'est la condition temporelle qui guide la pratique de la chasse. Et bon, ces règles montrent que la chasse apparaît est bien plus qu'une activité de subsistance. Et il s'agit d'une pratique ontologique, paraphrasant à Blazer, une manière d'ordonner le monde. Sa force ne réside pas dans la technique, mais dans le rythme qui articule rêve, action et environnement. Bon, d'un point de vue analytique, ces règles peuvent être lues à travers trois dimensions principales. Dimension temporelle, le temps de la chasse n'est ni linéaire ni programmé. Il est cyclique, rythmique et intimement lié au rêve. Rêver, c'est lire le territoire, percevoir ses états, s'accorder à son énergie. Et si le temps ne se mesure pas, il se ressent. Et face aux logiques touristiques du calendrier, de la productivité et de l'efficacité, le rêve agit comme un principe de souveraineté temporelle. Le chasseur n'agit que lorsque le territoire dit oui. Dimension ontologique, chaque règle exprime une conception animiste du monde en termes de Scola, où animaux, rivières et esprits possèdent leur propre agentivité. La chasse devient un dialogue entre êtres. On ne poursuit pas une proie, on négocie une apparition. Cette pratique redéfinit la notion même d'action humaine. Il ne s'agit pas de dominer la nature, mais de participer à un réseau d'interdépendance vitale. Et la dimension politique, ces règles fonctionnent comme un système de reterritorialisation anticipatrice. En définissant quand, comment et sous quelles conditions il est permis de chasser, la communauté délimite les frontières de son monde et protège sa cohérence face aux oppressions extérieures. Il s'agit bien de préserver une tradition, mais aussi de planifier depuis la différence, de construire une forme de gouvernance territoriale qui maintienne la pratique ancrée dans sa propre temporalité et signification. Et lorsque l'on observe la tension entre ces règles et les attentes du visiteur, comme à Suraka, on comprend que ce qui est en jeu n'est pas une simple activité économique, mais une négociation entre mondes. Dans cette friction entre le rêve du chasseur et l'impatience du touriste, entre l'attente et la programmation, se révèle le cœur même du prototourisme. Créer les conditions pour que les différences ontologiques puissent coexister sans se dissoudre. Ces expériences ne montrent pas seulement comment les territoires résistent, mais aussi comment ils pensent. Le prototourisme tel que je le conçois émerge de cette capacité réflexive du territoire. Ce n'est pas une théorie externe, et c'est plutôt une pratique qui produit la pensée.
Parler de planification située, c'est parler d'un apprentissage ontologique, la manière dont les territoires enseignent à penser et à habiter. Résister dans ces contextes et ne signifie seulement fermer les territoires, signifie plutôt maintenir ouverts ces rythmes, ces pauses et ces silences. Et planifier, finalement, et plus qu'organiser des activités, c'est prendre soin du temps du monde que l'on habite. À partir de ces observations, il est possible d'esquisser quelques conclusions préliminaires sur ce que ces expériences nous apprennent du tourisme, de la résistance et de la possibilité de planifier depuis et avec les territoires. Et bon, nous avons commencé par une question. Comment se passe-t-il comment se passe-t-il lorsque le regard touristique entre en contact avec un territoire qui résiste? Ce que j'ai appris auprès du peuple Chapara, c'est que ces rencontres n'est ni harmonieuse ni pure. Elle est fragile, négociée et parfois contradictoire. La résistance n'est fiche ni nostalgique. Elle ne signifie pas le refus du changement. Elle a la capacité d'orienter les mouvements, de maintenir son propre rythme au cours de la turbulence. Le prototourisme émerge précisément là. Ce n'est pas un retour à l'ancestral, c'est plutôt une pratique située qui permet au territoire de penser, de planifier la présence à partir de leur propre code. Il ne cherche pas à préserver un monde intact, il cherche à permettre sa transformation sans perdre du sens. Et bon, finalement, et ça par aujourd'hui, c'est aussi affronter l'école, le tourisme, le pétrole, la politique, les réseaux, bref, la modernité, mais le faire selon une logique propre. Dans ces gestes, la communauté ne se contente pas de défendre le territoire, elle redéfinit ce que nous entendons par territoire. Le défi, donc, le défi n'est donc pas de conserver la pureté. Le défi, c'est de soutenir la cohérence dans un monde en mutation, apprendre à arriver sans imposer sa propre relation avec le temps, apprendre à cohabiter sans dissoudre les différences. Telle est peut-être la tâche éthique et politique du tourisme à venir. Et c'est pourquoi cette proposition de tourisme reste donc une démarche ouverte, un outil en construction, un processus que ne cherchez pas à modéliser, mais à accompagner. Et c'est aussi une invitation à co-créer des mondes depuis les territoires. Dans ce cas des apparents entre les rêves et la négociation. Et gracias. Gracias, Vladimir. Beaucoup de... J'ai pris des notes dans tous les sens dans ma feuille. Beaucoup de